Bien, rebonjour à tous. Je n'aime pas commencer les réunions en retard et je ne veux pas vous retenir trop longtemps, donc on va commencer. Et merci à vous d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation d'Aurélien sur cette visio sur les secrétaires de mairie. Alors, on ne veut pas être nombreux, nous, autour de la table pour vous présenter cette réunion, puis tout compte fait, on a un petit peu changé et en fait, il y a pas mal d'équipes au niveau du CDG. Et avant de vous remercier, vous, bien sûr, ainsi que les élus qui se sont inscrits, je voudrais déjà également remercier la présence des représentants de la préfecture qui se sont joints à nous, par la personne de Chantal Calloire, Angéline Bévillard et Catherine Mudjan, afin que tout le monde puisse travailler de la même manière sur ces textes et surtout l'application de cette réglementation. Je vous demande d'excuser Aurélie Fouin qui devait se joindre à nous mais qui est retenue également par une autre formation à l'intention des élus ce matin au niveau de l'AMF, mais avec qui nous avons partagé et échangé sur toutes nos analyses. Après cette petite partie, je voudrais, en préambule, faire quelques petites remarques et ensuite laisser la parole à Aurélien. Alors, juste aussi pour vous dire, au niveau du CDG, je suis donc accompagnée d'Aurélien Belin, qui est responsable du pôle statut, carrière, expertise juridique du CDG, Armel Gulvert, qui est chef de service, enfin responsable de service du pôle carrière, Yamina Mejdoub, qui nous rejoint aussi sur tous ces problèmes, et Aline Juillet, ainsi que Jean-Yves Agerter. J'ai mis un dernier parce qu'il fait un petit peu moins de statut, Jean-Yves, mais Jean-Yves Agerter, donc le directeur adjoint du CDG, qui est un petit peu chargé de la technique ce matin, et en sachant que Aline et Armel serviront de modérateurs, donc je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Il nous a semblé très important de faire cette réunion face à toutes les questions qu'on a eues. Alors, on s'était déjà vu au mois de janvier, on vous avait déjà annoncé des choses. Les décrets sont sortis et dès le lendemain de la sortie des textes, on avait toute une ribambelle de questions, qui s'est posée à juste titre d'ailleurs. Donc, on a pensé que vous répondre en individuel nous posait quelques soucis. Donc, on a préféré organiser cette réunion. Quelques petits mots avant donc de laisser la parole à Aurélien. Juste vous préciser qu'on a, face à cette réforme, un calendrier très contraignant, que vous subissez, que l'on subit, enfin que chaque acteur subit d'ailleurs. Donc, je vous rappelle que la loi est sortie le 31 décembre 2023 pour une application au 1er janvier. C'est déjà pas évident à mettre en place. Que les décrets, les 4 décrets que l'on attendait sont sortis le 16 juillet, en plein milieu des vacances, ce qui aussi nous pose des problèmes par rapport aux congés. Quand même que le premier modèle d'arrêté qui a été mis en ligne par le service du CDG, ça s'est fait le 3 janvier. Donc vous voyez un petit peu la réactivité qu'on a essayé de mettre en place, même si on n'est pas parfait, on essaye quand même, notamment pour les nominations, sur l'emploi de secrétaire général de mairie. Ça ne changeait rien à la carrière, mais ça changeait au niveau de l'appellation du poste pour les secrétaires qui remplissaient les conditions. Et pour avoir organisé la première promotion interne dérogatoire dès la sortie du texte, c'est-à-dire que cette promotion interne a été organisée en 3 jours. Ce n'est pas le cas de tous les centres de gestion, donc je tiens à le préciser. Certains ont décidé d'attendre une circulaire qui devrait sortir par la DGCL. Compte tenu du contexte politique, gouvernemental, bon, on va peut-être avoir quelques éclaircissements maintenant, mais compte tenu du contexte, vous imaginez bien que pour l'instant, tout était un petit peu bloqué et que cette circulaire qui nous a été annoncée n'est toujours pas rédigée. Donc vous n'avez pas plus de confirmation, aucune connaissance de la part des représentants de l'État. Deuxième petit point que je voudrais souligner, c'est que cette visioconférence, ce webinaire, n'a pas du tout l'objet de porter une appréciation sur la loi et son application. Les services du centre de gestion, les services de l'État sont là pour appliquer la réglementation, pour vous aider à appliquer la réglementation telle qu'elle sort. On n'est pas là pour apprécier le bien fondé, si c'est bien, si c'est pas bien. Non, on est là pour appliquer et rester au maximum dans la réglementation, d'ailleurs rester dans la réglementation. C'est déjà quelque chose qui est fait. On sait qu'il y a des difficultés, on les avait anticipées puisque lorsqu'on s'était vu, je ne me souviens plus de la date, quand on s'était vu au centre sportif, on vous avait informé que dès le mois de mars,
on avait déposé une question parlementaire. Nous n'avons pas eu de réponse à cette question parlementaire. Je vous rappelle simplement le contexte politique auquel nous avons dû faire face. Donc, nous relancerons cette question parlementaire avec les difficultés que nous avions anticipées et qui, malgré la sortie du décret, pour certains points, existent toujours. Nous avons fait le choix au niveau du CDG 10 d'avancer petit à petit, mais d'avancer. Certains CDG, je vous l'ai dit, oui, je vous l'ai déjà dit, on n'avance pas volontairement, attendre la circulaire, attendre que tout soit clair. Nous, non. On a décidé d'avancer, de régulariser, on va dire, et de faire avancer les agents qui remplissent les conditions actuelles des décrets pour, petit à petit, être en ordre de marche, en ordre de bataille pour le 1er janvier 2028, puisque je vous rappelle que la date butoir de l'application et de les gros changements seront le 1er janvier 2028. Donc nous avançons pas à pas, avec des situations simples, toutes les situations simples, et il y en a heureusement, on avance pour ensuite prendre les situations les plus compliquées et trouver des solutions ensemble. Je vous l'ai dit, nous sommes nombreux à cette visio, donc il n'y aura pas de réponse aux questions individuelles lors que vous pourriez poser. D'ailleurs, les micros seront coupés, je pense qu'ils sont peut-être déjà coupés. Hein, voilà. Donc vos micros sont coupés volontairement. Par contre, si vous avez des questions, posez-les sur le chat. Armel et Aline verront, il y aura peut-être des redondances, écriront, et nous, en fin de réunion, nous essaierons d'y répondre. Il faut juste savoir que ce qu'on va vous présenter, c'est notre analyse juridique. Cette analyse juridique, elle n'est pas sortie du chapeau du CDG 10, elle a été travaillée avec la préfecture, elle a été travaillée également avec les représentants de l'AMF et suite à une visio d'hier mais d'autres visios, elle est aussi partagée par les CDG au niveau national. Par l'Association nationale des directeurs de centres de gestion. Nous aurons d'ailleurs, nous, à notre niveau, des réunions qui vont se déclencher sur l'Association nationale des directeurs et également sur la Fédération des centres de gestion au niveau des élus. Mais la réunion qui était prévue le 10 a été décalée, faute de parution de texte. Mais donc, on reviendra vers vous s'il y avait des changements. Donc, ce que je voulais vous dire d'autre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, c'est votre droit. Ce qu'on vous demande, c'est si vous n'êtes pas d'accord, et comme on est ouvert à toute discussion, c'est de nous le signaler, mais alors de nous le signaler par écrit, pas aujourd'hui, mais de prendre le temps de nous le signaler par écrit et de nous donner vos arguments juridiques. On peut passer à côté de quelque chose, personne n'est à l'abri d'une erreur. De vous dire également que d'autres réunions seront organisées. Il y a déjà une première réunion du réseau. Alors c'est une réunion d'un travail technique. J'ai vu Karine Guinaud tout à l'heure lundi matin. Je sais que donc lundi matin, il y a une première réunion technique sur le réseau des secrétaires de mairie, secrétaire général de mairie. Cette réunion technique n'est pas une réunion statutaire, mais donc on continue. Et il faut savoir que nous allons organiser également en parallèle avec la réunion d'information que vous fait aujourd'hui, 2 réunions à destination des élus. Donc nous venons caler une réunion le 12 novembre avec l'AMF à destination des élus des collectivités de moins de 3500 habitants. Donc l'AMF gérera les invitations et on vous donnera l'ordre du jour. Et le président, donc Thierry Blasco, a également pris la décision hier de réunir tous les présidents d'interco, donc les 13 intercos du département, afin d'avoir une discussion complète et globale sur ce sujet, donc avec leurs directeurs généraux de service, le 12 novembre également après-midi. Donc nous, on aura vraiment une réunion d'élus, une journée de réunion le 12 à notre niveau qui sera assez lourde. Voilà. Donc on avancera et au fur et à mesure, on fera évoluer nos informations. Voilà, alors moi j'en ai fini de mon côté. Maintenant je vais laisser la parole à Aurélien. Juste pour vous dire également que cette visio est enregistrée, qu'elle sera mise en ligne. On verra comment, je pense au début en mode restreint et ensuite en ouverture à tout le monde. Donc c'est enregistré.
Et tout ça sera mis en ligne. Le PowerPoint également qu'on vous présente, bien sûr, sera mis en ligne. Et nous sommes en train également de réfléchir à la mise en ligne d'un genre de FAQ. Je dis un genre, pour l'instant, il n'est pas encore formalisé, par rapport à l'ensemble des questions que vous nous avez posées et pour lesquelles je vous remercie, puisque c'est grâce à ces questions que nous pouvons avancer sur les éléments que l'on vous donne. Voilà. Merci beaucoup. On se donne maximum 11h30 pour terminer la réunion complètement. On essaiera quand même d'avoir un temps d'échange, au moins vis-à-vis du chat. On enlèvera le PowerPoint pour essayer de se voir un petit peu. Enfin, surtout nous, pour vous voir, pour voir si des questions ont été oubliées, qui pourraient intéresser une grande majorité de secrétaires. Voilà. Merci. Aurélien, à toi. À moi de jouer. Bonjour à tous. Alors effectivement, je ne reviens pas sur le contexte, hein, vous le savez, Claudine l'a rappelé, c'était un texte de loi qui est paru, qui a été édité le 30 décembre, pardon, et au journal officiel le 31, et ce texte de loi suscitait déjà bon nombre d'interrogations quant à son applicabilité par rapport aux dispositions de la fonction publique territoriale. Le texte, la loi renvoyait à des décrets d'application, donc nous espérions que les décrets allaient pouvoir nous éclairer sur certains points, et ce n'est pas anodin si, au niveau du centre de gestion de l'Aube, la question parlementaire a été formulée avant la parution de ces décrets. On espérait qu'en alertant sur certains points, on allait pouvoir avoir au moins des précisions. Donc il y a encore des points, j'ai envie de dire, d'interrogation qui s'estompent petit à petit. Quasiment chaque jour, on commence à avoir une analyse de plus en plus fine des différentes dispositions, sachant que pour avoir participé à une vision hier et avoir échangé aussi avec un cabinet d'avocats très récemment, les questions qu'on se pose, tout le monde se les pose. Mais le point positif, c'est que sur la plupart des questions, on commence à avoir un début de consensus en termes d'analyse. Après, c'est l'interprétation des textes. Je ne suis pas là pour être souple. Ça, c'est pas mon rôle. Comme ça m'avait été demandé plusieurs fois, je serais peut-être parfois direct dans les réponses pour essayer d'être le plus clair possible et ne pas à chaque fois vous perdre dans des analyses. Donc pour reprendre le texte en tant que tel, c'est l'article 1 de la loi qui dit que pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 3500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un DGS. Ça, c'est l'application maintenant au 1er janvier. Et les termes sont importants, nous le verrons. Et à partir de janvier 2028, pour assurer les fonctions de secrétaire de mairie, le maire nomme un agent relevant au moins d'un corps ou d'un cadre d'emploi classé dans la catégorie B. J'insiste sur ça parce qu'on va voir qu'il y a des mots importants, c'est le maire, c'est nomme. Donc c'est ça qui ensuite découle un petit peu toutes les différentes analyses. Donc à compter du 1er janvier 2028, dans les communes de moins de 2000 habitants, le maire ne pourra nommer qu'un agent relevant d'un cadre d'emploi classé au moins dans la catégorie B. Et dans les communes de plus de 2000 habitants, il ne pourra nommer qu'un fonctionnaire dans la catégorie A, sauf s'il nomme un DGS pris au sens d'emploi fonctionnel. Je ne reviens pas sur le calendrier qu'on a mis en place. Simplement, effectivement, comme l'a dit Claudine, il a fallu réagir assez vite à la parution des décrets. On a échangé en interne et pourquoi on a également fait cette promotion interne dérogatoire assez rapidement, c'est pour que les agents éligibles à la promotion interne dérogatoire ne prennent pas de poste s'ils étaient également éligibles à la promotion interne de droit commun. Nous, l'objectif, c'est toujours d'avoir un maximum de postes dans le cadre des différentes promotions. Donc, vous savez qu'il y en a un avec quota et sans quota. Si quelqu'un est éligible à la promotion sans quota, c'est dommage qu'il prenne un poste sur la promotion avec quota, puisque ça prive un autre agent d'avoir cette promotion. C'est pour ça qu'on a eu un échange, qu'il a fallu aller assez rapidement, ne serait-ce que pour édicter le formulaire, organiser la communication, avoir également une vision de ce qu'on allait considérer comme critères d'éligibilité avec les points qui restent encore en suspens. Et c'est vrai que l'objectif, et je l'assume, c'est aujourd'hui, dans cette première promotion interne dérogatoire, passer les cas qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. S'il y a des questions, ça veut dire que le cas mérite d'être posé, ça veut dire qu'il y a des difficultés, et ça veut dire peut-être qu'on passera à cela dans une prochaine promotion interne dérogatoire,
rien ne nous empêche d'en faire une l'année prochaine, dès lors que les textes ou que la circulaire de la DGCL nous apportera des précisions. On a échangé avec le président. Moi, mon objectif en tant que responsable du juridique au centre de gestion, c'est que la liste d'aptitudes ne souffre d'aucune illégalité. Je ne prendrai pas le risque d'entacher la liste d'aptitudes prise par le président du centre de gestion d'illégalité. C'est pour ça qu'on ne passe que les cas sur lesquels on est sûr, qu'on a des certitudes. Donc, on a essayé de décliner un petit peu la façon dont on a voulu travailler. Comme dit Claudine, on n'a pas travaillé seul. On n'a pas fait nos analyses tout seul dans nos coins. On a essayé de comprendre un petit peu les diverses situations. Je sais, j'avais anticipé les points de difficulté qu'on essaie de résoudre petit à petit. Donc effectivement, il y a des points de débat juridiques et j'ai envie de dire que certains points ne pourront être tranchés que par la jurisprudence. Donc on va attendre les contentieux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc si quelqu'un me dit si c'est ça, je vais au TA, moi c'est avec plaisir. Parce qu'au moins, si ça va au TA, j'applique ce que le juge va dire et puis c'est tout. Mais moi, j'ai pas peur, parce que ça c'est un petit peu redondant aussi, mais dans d'autres domaines, moi j'ai pas peur du tribunal administratif, puisqu'au contraire, il me donne le droit. Donc là, les centres de gestion aussi se regardent en disant quel est le premier qui va passer au TA, pour qu'on puisse avoir un petit peu la position du juge et un peu le raisonnement. Et vous savez qu'en jurisprudence, je l'ai dit à certains ou certaines d'entre vous, lors de différents échanges bilatéraux, ce qui m'intéresse, c'est pas la décision, c'est le raisonnement du juge pour pouvoir ensuite l'appliquer à d'autres situations. Donc j'insiste sur le fait, et je passe couvert de la direction générale, que je ne prendrai aucun risque sur la liste d'aptitudes dans le cadre d'une promotion interne qu'on a fait à la hâte avec un certain nombre de points d'interrogation. Mais, et c'est le troisième point, au fur et à mesure des précisions, on réorganisera des dispositifs de promotion interne dérogatoire, ne serait-ce que par l'ancienneté. Il y a peut-être des secrétaires de mairie qui ont 3 ans d'ancienneté, puis qui auront 4 ans l'année prochaine. Vous passerez l'année prochaine, je pense qu'on la fera au moins une fois par an pour cela. Oui, il faut juste confirmer ce que dit Aurélien. Toutes les listes d'aptitudes, quelles qu'elles soient, que ce soit en promotion interne de droit commun ou en promotion interne dérogatoire, sont de la responsabilité entière et unique du président du centre de gestion. S'il n'y a plus de CAP, vous savez que ça n'existe plus, il n'y a plus d'intervention des organisations syndicales, voilà, c'est uniquement le président du centre de gestion, une commission dans laquelle il se fait accompagner par des représentants du conseil d'administration. Mais donc il n'est hors de question actuellement, d'ailleurs tout le temps, de prendre quelque risque que ce soit que la liste soit attaquable. Donc les agents qui seront inscrits sur la liste d'aptitude répondront, au moins pour ça, répondront là à l'ensemble des conditions édictées par la réglementation. Si nous avons un doute, nous ne prendrons pas le dossier, nous n'inscrirons pas l'agent sur les listes d'aptitude. Bien sûr, il vous sera expliqué pourquoi. Donc pour pouvoir vous présenter ça, j'ai repris un certain nombre de points qu'on avait posés au gouvernement et sur lesquels on n'a pas eu de réponse, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'on ne peut pas avoir notre propre analyse et échanger entre nous. Une des questions qui est arrivée, c'est qu'est-ce qu'il advient des agents de catégorie C qui soit sont adjoints administratifs ou qui ne seront pas nommés sur un poste de catégorie B. Ceux qui n'ont pas le grade requis et les personnes qui ne seront pas nommées catégorie B continueront, après le 1er janvier 2028, à pouvoir être secrétaire de mairie. Un maire n'a pas l'obligation de nommer actuellement son agent catégorie B. Ce seront les nominations à compter du 1er janvier 2028, ce seront une nouvelle nomination à compter du 1er janvier 2028 qui devront porter sur un agent de catégorie B, et le décret portant statut particulier des adjoints administratifs le prévoit maintenant dans son article 2, c'est la dernière phrase en disant que les agents de catégorie C nommés avant le 1er janvier 2028 pourront continuer à assurer la fonction de secrétaire de mairie. Donc, entre guillemets, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ceux qui seront catégorie C, pas nommés pour différentes raisons, pourront continuer à garder votre emploi. Ce qui nous arrange, ça évitera d'avoir des FNPE. Le point un peu plus négatif, c'est que si le maire ne veut pas vous nommer catégorie B, il a le droit de ne pas vous nommer catégorie B, puisque vous aurez été nommé avant le 1er janvier 2028. Donc on insiste sur ce point-là.
sur le fait que les nominations, ce sont les nominations postérieures au 1er janvier 2028 qui devront porter sur un catégorie B. C'était un point sur lequel on avait déjà cette analyse, mais sur lequel on attendait une précision des textes, et la précision est venue en début de semaine par la modification du décret relatif aux adjoints administratifs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et la question a été posée, on a tenu à ce que ce soit bien les maires qui déposent les demandes de promotion interne, et pas les agents ou les secrétaires de mairie. Ça signifie que le maire, par principe, s'y dépose, ça veut dire que si l'agent est inscrit sur liste d'aptitude, il va devoir la nommer. Donc voilà, on pourra toujours être sur ça. Et c'est vrai que là-dessus, la loi est souple par rapport aux adjoints administratifs qui n'ont pas le grade d'avancement. Je rappelle que le grade d'avancement, c'est le fait d'être adjoint administratif principal première ou deuxième classe. Donc c'est une souplesse puisqu'on tient compte dans l'ancienneté. Ça veut dire qu'on peut continuer à l'être en tout cas. Donc ça, c'est un des points. Voilà, si vous étiez catégorisé et que vous n'êtes pas nommé, vous pourrez continuer à être secrétaire de mairie dès lors que votre arrêté de nomination sera antérieur au 1er janvier 2028. Des sanctions seront-elles prévues pour les maires qui ne nomment pas un SGM ou un DGS? Pour l'instant, j'en ai pas de connaissance. Par contre, la loi dit bien, le maire nomme, indicatif ou impératif, il faut nommer un secrétaire général de mairie. Je ne vois pas dans quelle mesure il pourrait y avoir une sanction si on ne le fait pas, mais ça c'est plus les services de l'État qui auront des directives en ce sens-là. Mais c'est bien le maire nomme. Et dans le texte, ce sera bien, dans les communes de moins nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie, d'un agent relevant d'un corps de catégorie B. Donc il y a une obligation de nomination, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de sanction si on ne le fait pas. Et on peut nommer évidemment un secrétaire général en temps partiel ou à temps non complet. Et seul l'agent nommé secrétaire général de mairie perçoit la NDI. Alors, vous constaterez dans le texte que le maire nomme un secrétaire général de mairie. Je sais que dans certaines communes, parfois, il y en a deux. Il y avait une réponse parlementaire, et j'insiste, c'était qu'une réponse parlementaire qui disait qu'en ce cas, on se partageait la NDI. Maintenant, le texte n'a plus d'ambiguïté. On nomme un et un seul secrétaire général de mairie et pas deux secrétaires de mairie, par exemple, à temps non complet. Ça, ce n'est plus possible. Excusez-moi, je me suis absentée un petit moment. On a eu un petit problème technique par rapport à la bande passante. Est-ce que vous pourriez tous et toutes couper vos caméras, s'il vous plaît? On les remettra tout à l'heure, on verra. Mais chez nous, ça bloque un petit peu au niveau de l'Internet, compte tenu du nombre de connexions. Donc, si vous pouvez couper vos caméras, on les remettra, je vous dis un petit peu plus tard, si on peut. Merci beaucoup, excusez-moi. Donc voilà, sur les deux premiers points, je pense que j'étais suffisamment clair. Le maire n'est pas obligé de nommer son agence catégorie B, et si la nomination est antérieure au 1er janvier 2028, l'agent pourra continuer à travailler, et on nomme un seul secrétaire général de mairie qui perçoit effectivement la NBI, sous réserve bien évidemment d'avoir le grade d'avancement. Je rappelle qu'un adjoint administratif ne peut pas exercer cette fonction et donc percevoir par correspondance la NBI prévue à cet effet. Les EPCI agissant statutairement, je vous dis ça, c'est des questions qu'on a posées, soit en qualité de prestataire de service, ou dans le cas de dispositif, pourront-ils bénéficier de la promotion interne? Là, à l'heure actuellement, non. Dès lors que vous êtes embauché ab initio par un EPCI, vous ne pouvez pas avoir le statut de secrétaire général de mairie. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas percevoir la NBI, quel que soit le montage juridique proposé. Alors, effectivement, on va voir les présidents des EPCI, mais je n'ai pas de visibilité, c'est pour ça que je n'ai pas pu répondre aux questions qui avaient trait à ce thème-là, sur vos montages juridiques individuels. Je ne sais pas si vous êtes en prestation. Je rappelle que si c'est prestation, ça veut dire facturation avec assujettissement à la TVA, ça veut dire que c'est le prolongement naturel d'une activité statutaire. Je rappelle que l'activité doit être vraiment accessoire. Et je considère, mais c'est pas moi, c'est la Cour administrative d'appel de Nantes, qu'on ne peut pas faire de la prestation de service sur un besoin permanent, c'est forcément ponctuel, donc a fortiori, on ne peut pas faire de prestation de service sur une fonction de secrétaire général de mairie, donc c'est pour ça que ce n'est pas éligible.
La question s'est posée également, et c'est un point sur lequel on a encore à travailler, avec les services de l'État notamment, quid des mises à disposition individuelles. Mais là c'est pareil, je ne sais pas qui est concerné, mais je rappelle que quand on est en convention de mise à disposition individuelle, on est réputé travailler dans sa collectivité d'origine. Donc on n'est pas non plus éligible à la NBI. Si on n'est pas éligible non plus à la NBI, on ne peut pas non plus être éligible à la promotion interne. Il y a également, là je vous ai mis les éléments de jurisprudence qui traitent de ces questions. Il y a la question également du service commun, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des services communs au sein parmi les collectivités de l'Aube. Le service commun, pour l'instant, est exclu du dispositif tel que les textes le prévoient. Le service commun, comme les mises à disposition pour les intégrer, ça avait fait l'objet de projets d'amendements qui ont été rejetés. Donc ça veut dire que le législateur a manifestement voulu que les agents soient exclus de ce dispositif. Là, c'est une discussion qu'on pourra avoir avec le représentant de l'État et d'autres, puisque j'ai quand même lu les 70 pages du rapport d'information relatif à cette loi, qui dit dans la proposition numéro 14 qu'il faut encourager les centres de gestion à permettre aux EPCI de créer un service commun de mutualisation pour l'embauche de secrétaires de mairie entre plusieurs collectivités employeuses. C'est dans le rapport d'information, c'est pas dans la loi. Le rapport d'information n'a pas de valeur légale. Donc aujourd'hui, même si c'est sur un service commun, on peut pas le prendre. Donc c'est pour ça que, comme disait Claudine Kuliski tout à l'heure, l'objectif c'est de voir les EPCI les uns après les autres, comprendre chaque montage juridique et voir dans quelle mesure on pourrait, le cas échéant, avoir une analyse partagée avec les services de l'État pour avoir une application assez souple du texte. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous le garantir, et c'est la raison pour laquelle les agents embauchés par les EPCI ne seront pas, en tout cas cette année, éligibles à la promotion interne dérogatoire. Donc là, je vous dis, sur les services communs, je suis en attente plutôt de jurisprudence. Je suis curieux de voir comment le juge va pouvoir considérer la notion de lien fonctionnel, puisque c'est ça qui est écrit dans le CGCT, c'est que chaque maire a un lien fonctionnel avec l'agent qui est en service commun. Par contre, ce n'est pas l'autorité qui nomme l'agent. Et c'est pour ça que pour l'instant, l'ensemble des CDG, et ça a fait un processus, pour l'instant, on n'applique pas cette réglementation aux différents services communs, mais je vous dis, sauf erreur de ma part, je n'ai pas connaissance de service commun. Un service commun, ça implique à la fois des actes juridiques, mais également un montage financier qui est très particulier. Mais voilà, nous, si on peut aider les EPCI, faut tout mettre sur la table, analyser, voir comment on pourrait éventuellement requalifier, et voir dans quelle mesure il sera possible de faire preuve de souplesse ou non. On sait que c'est l'un des principaux points bloquants. Et c'est un des points, et c'est pour ça que j'insiste, sur lequel on a tenté d'interpeller le gouvernement avant que les décrets d'application ne paraissent. Alors, ce n'est pas spécifique au département de l'Aube, hein. Ce problème est dans tous les départements de France. La Fédération nationale des CDG a porté également une demande pour que l'organisation des EPCI soit prise en compte. Ils vont travailler dans le cadre de la coordination des employeurs. Il y a eu une fin de non-recevoir. Ça a été non. Ça a été très clair de la part du gouvernement, enfin par l'intermédiaire de la DGCL. C'était non. À aujourd'hui, les intercommunalités, les agents qui sont mis à disposition, alors prenez le mot mise à disposition dans sa globalité, hein, c'est pas le sens juridique de voilà. Qui travaillent dont l'employeur est une interco et qui travaille en commune, voilà, on va dire ça comme ça, ne sont pas pris en compte. Donc voilà pourquoi cette réunion que nous voulons faire le 12 novembre, pas avant parce que les emplois du temps ne le permettaient pas au niveau de mon président. Donc on attendra et on essaiera de travailler avec chaque interco, comme l'a dit Aurélien, de voir le montage juridique qui est fait, de voir comment on peut arranger les choses, et leur proposer à travailler ensemble. On ne va pas arriver avec des solutions toutes faites, on n'en a pas, elles n'existent pas. Donc de travailler avec les intercos, s'ils veulent maintenir ce service qui existe, qui rend service, il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a aucune question de notre part, mais ce n'est pas dit dans la loi. Voilà.
Donc là, peut-être que la circulaire de la DGCL nous apportera des précisions. On espère. Mais moi, je suis plus convaincu par la jurisprudence en cas de contentieux sur les services communs. Mais pour l'instant, aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit en amont, on ne prendra pas le risque d'entacher la liste d'aptitudes d'illégalité. Donc à partir du moment où ce n'est pas un cas entre guillemets simple, c'est-à-dire je suis dans une commune, je suis nommé par un maire, j'ai plus de 4 ans d'ancienneté et j'ai le grade d'avancement, pour l'instant on n'intègre pas les agents, on verra petit à petit. Qu'en est-il des secrétaires généraux sur plusieurs communes ou ceux ou celles qui sont sur une commune et un établissement public? Là aussi, c'est un point de difficulté qu'on avait identifié, la preuve on l'avait posé. Ça continue d'être un point de difficulté parce que dans la mesure où la loi vous dit que quelle que soit la quantité de temps de travail, si vous travaillez dans une commune, vous êtes éligible à la promotion interne, que se passerait-il si par exemple une commune le souhaitait et pas l'autre, ou si vous étiez d'une part sur une commune et de l'autre dans un syndicat? Je rappelle, et ça a fait l'objet d'un amendement rejeté, que les secrétaires de syndicats, les secrétaires d'établissements publics ne sont pas concernés par la réforme, et ça c'est très clair, il y a même une réponse parlementaire, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors un agent qui nous présente un dossier, et c'est pour ça qu'on nous a dit, mais voilà, c'est des agents qui ont présenté un dossier par chaque employeur, ce qui nous va très bien, ça permet de pouvoir anticiper le fait qu'il n'y aura pas de difficulté lors de l'arrêté de nomination. Nous, un agent qui nous dépose un dossier au titre d'une commune, quelle que soit la quantité de temps de travail, on l'inscrira sur la liste d'aptitudes. Charge ensuite au maire de procéder à l'arrêté de nomination. Là, ce qu'on conseille, et on écrira, on fera un courrier de titre, mais on écrira qu'on conseille à chaque agent d'aller obtenir l'unanimité des employeurs pour passer en catégorie B, que ce soit sur une autre commune, que ce soit sur un établissement public. Alors ça nécessite suppression et création de postes, etc., enfin la procédure habituelle. Sinon, le risque, c'est d'avoir des carrières parallèles. La réforme met à mal le principe d'unité de carrière. Sur un autre point qui est, que j'ai été interrogé là-dessus, sur la bonification d'avancement d'échelon, mais là-dessus, je pourrais très bien être catégorie B dans une commune et catégorie C dans une autre. C'est deux cadres d'emploi différents, c'est la même filière, mais c'est deux cadres d'emploi. Il y a une question parlementaire aussi qui date de 2018 qui évoque ce sujet-là. Donc moi, à la limite, l'arrêté de nomination ne me regarde pas, mais après, l'agent peut avoir des problèmes pour sa carrière, notamment au moment de la retraite, parce qu'il n'aura pas le même taux de cotisation selon l'employeur. On a interrogé la CNR qui dit, pour l'instant, je prendrai la situation la plus favorable. Pour l'instant, je n'ai pas d'écrit. J'ai comme ça un avis en disant, ben voilà, si un agent il est sur deux catégories de la même filière, je prendrai le plus favorable. Nous, ce qu'on conseille ardemment, c'est vraiment d'avoir l'unanimité. Je ne parle même pas de la règle, quand il y a 3 employeurs, des 2 tiers qui représentent la moitié du temps de travail, enfin ce qu'on connaît en promotion interne de droit commun. Je parle bien d'avoir l'unanimité des employeurs. Mais ça, à la limite, c'est peut-être faire preuve de pusillanimité, mais ça relève de l'acte de nomination et pas de la liste d'aptitudes. Donc moi, je ne ferai pas de remarques là-dessus. Je vous alerterai simplement en disant attention à la double carrière, qui n'est pas illégale en soi, mais qui aujourd'hui pose quelques difficultés, ne serait-ce que nous dans nos logiciels par exemple, ou pour faire des choses, c'est pas évident. Donc vraiment, nous, une commune, quelle que soit la quantité de temps de travail, si vous êtes éligible, vous serez sur la liste d'aptitudes, il n'y a pas de souci. Par contre, les arrêtés de nomination, essayez d'obtenir en amont l'unanimité et on n'écrira pas à un maire ou à un président de syndicat en disant « vous êtes obligé de nommer des gens qui sont sur la liste d'aptitudes ». Ça, on ne le fera pas, principe de libre administration des collectivités territoriales. Oui, ne confondez pas inscription sur liste d'aptitudes, même à titre dérogatoire, avec un avancement de grade. Un avancement de grade qui va être uniquement de la décision du maire dans le cadre des lignes directrices de gestion. Ça y est, je les ai lâchées. Je l'ai encore dit, mais pensez aussi à ça. Les agents qui auront déposé un dossier de promotion interne qui seront inscrits sur liste d'aptitude, on se retrouve, et je vais parler sous couvert du contrôle de l'égalité, mais on se retrouve quand même dans une procédure de promotion interne, donc même inscrit, il n'y a pas d'obligation de nomination
par le maire. Et on se retrouve avec des créations d'emplois, avec des délibérations, puisque quand on est agent de catégorie C, on attend certaines missions, un agent de catégorie B, on en attend d'autres. Ce n'est pas tout à fait le même niveau d'exigence entre un agent de catégorie B et un agent de catégorie C. Donc il faudra bien qu'il y ait délibération, création de postes, mise à jour du tableau des effectifs. Et attention, on ne crée pas... Ouverture budgétaire, oui, donc avec tout ce qui va suivre au niveau du budget. Et attention, on ne crée pas un poste pour un agent. On crée un poste par rapport à un besoin, par rapport à la réglementation. Mais comme aujourd'hui, il n'y a aucune obligation de nommer en catégorie B, 2028, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, il n'y a aucune obligation de nommer en catégorie B. Donc il faudra bien faire attention à vos délibérations qui créeront le poste. On est bien d'accord? On a la question des agents sur 2 départements. Tu veux. Alors, j'ai rencontré, c'était 2 d'ailleurs, je ne sais pas, comme je ne vois pas, j'ai rencontré au Carrefour des élus une secrétaire qui avait 2 communes dans la Marne et une commune dans l'Aube. Et on a discuté. Bon, apparemment pour cette personne, il n'y avait pas de difficulté majeure puisque les 3 maires étaient OK pour présenter le dossier. Nous-mêmes, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut présenter un dossier, 2 dossiers? À aujourd'hui, on a dit présenter un dossier dans chaque... Je dis bien à aujourd'hui, peut-être que ça évoluera, ça, parce que présenter un dossier dans chaque département, imaginez qu'une secrétaire ne soit pas admise sur une des listes, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être des critères différents, ou n'y soit pas. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale, donc dès qu'il y aura information comme quoi la secrétaire est retenue sur une des listes d'aptitude, il faudra qu'elle se désiste de l'autre liste d'aptitude puisqu'il est illégal d'être inscrit sur 2 listes d'aptitude à valeur nationale. Donc à aujourd'hui, si vous dépendez si vous êtes sur un autre département, présentez un dossier dans chaque département. Bon, nous travaillons beaucoup avec nos collègues, surtout nos collègues limitrophes. Alors, la Seine-et-Marne, j'ai un petit peu moins de contact, mais ça peut s'arranger. Mais tout ce qui est Marne, Haute-Marne, il n'y a pas de problème, on travaille en réseau. Et donc, on se mettra d'accord et vous aurez des courriers dans ce sens-là. Il faudra simplement se retirer d'une des listes d'aptitudes si vous étiez retenu sur les 2 listes d'aptitudes. Donc, c'est la première liste qui prévaut. Une fois que vous êtes inscrit, de toute façon, vous devenez inéligible sur l'autre, il faut simplement informer, mais c'est quelque chose qu'on peut traiter assez facilement avec nos collègues là-dessus, donc c'est pour ça que ça ne pose pas véritablement de difficultés. J'aurais tendance à vous dire, restez sur la liste d'aptitudes de votre collectivité principale. Ouais. Voilà, ce serait la logique. Mais si vous préférez être sur une liste d'aptitudes, votre collectivité principale est dans la Marne, vous dites non à la Marne et vous êtes sur l'Aube, ça ne pose aucun problème, c'est une liste d'aptitudes à valeur nationale. Donc, ce qui veut dire que vous serez sur cette liste d'aptitude pour une durée de 4 ans, parce que le maire n'est pas non plus obligé de vous nommer tout de suite, donc 3 ans plus le renouvellement, comme toute liste d'aptitude. Et puis, si entre-temps, vous devez déménager, vous trouvez un poste à l'autre bout de la France, vous pourrez faire jouer aussi cette liste d'aptitude. Donc voilà, on est sur les multi-employeurs, donc après je le mets, bon, ça va de soi, mais je le remets quand même. Si vous êtes sur liste d'aptitude catégorie B et qu'un de vos employeurs refuse, vous aurez toujours la possibilité de démissionner en gardant les 2 postes et puis trouver quelqu'un qui veut bien vous prendre sur un poste de catégorie B, ça marche toujours. Donc voilà, c'est des règles de droit commun ensuite qui s'appliquent, mais j'insiste sur le fait que sur plusieurs points, l'unicité de carrière commence à être mise à mal. Et c'est parfois difficile, même pour nous, parfois de vous répondre quand vous êtes sur plusieurs grades, plusieurs fonctions. Donc ça, c'est un point qui est encore en train d'être étudié. Après, c'est les autres questions où on n'avait pas forcément interpellé le gouvernement. On en a posé 13, des questions, je ne les ai pas toutes mises, d'autres on a eu des réponses, mais quid des agents contractuels, CDD ou CDI? J'ai envie de dire non, ils ne sont pas concernés par la promotion interne, puisque la promotion interne concerne par principe les titulaires. Sur les contractuels, il n'y a pas un droit à l'avancement de la carrière. Ce n'est pas un droit, quel que soit l'article sur lequel vous êtes recruté. Néanmoins, dans l'article L332-8 du Code général de la fonction publique, vous voyez, vous abreuve pas ni de texte, ni d'article, mais de temps en temps, je suis obligé d'en citer un. Il est bien indiqué qu'on peut recruter un contractuel pour occuper le poste de secrétaire général de mairie, ce qui induit qu'on peut prendre un contractuel sur un poste de catégorie B si le maire décide de créer un poste de catégorie B. Mais là, attention, on revient sur les procédures de droit commun, mise à jour du tableau des effectifs.
déclaration de vacances d'emploi, et l'agent contractuel catégorie C postule sur le poste de catégorie B, et on revient au principe que le fonctionnaire sera prioritaire, que le contractuel n'aura pas un avantage et n'aura pas un bénéfice de son statut antérieur. On repart de tout à zéro, et donc il peut potentiellement perdre son emploi. Alors après, on revient sur le droit au chômage, etc., puisque son poste de catégorie C aura été supprimé. Mais c'est pas, je ne peux pas appeler ça de la promotion interne. La promotion interne, c'est vraiment pour les fonctionnaires titulaires. On a souvent la question, alors moi qui me fait un petit peu sourire, mais de façon un peu malicieuse, en me disant, mais finalement, c'est quoi la différence entre un titulaire et un contractuel? C'est quoi les avantages d'être fonctionnaire? Par exemple, il y a ça. Le droit à l'avancement de la carrière qui n'existe pas pour les contractuels. Donc quand on dit ça sert à quoi de passer les concours, si ça sert au niveau de la carrière, ça c'est souvent des questions qu'on a. Donc effectivement on a toujours la même chose, et par parangonnage par rapport au titulaire, c'est la même chose. Si vous avez été nommé avant le 1er janvier 2028 et que vous êtes catégorie C et que vous avez un CDI, vous continuerez à catégorie C, et c'est la nomination qui suivra qui devra être sur un catégorie B nécessairement. Donc on est sur de la promotion interne, mais ce n'est pas vraiment le terme. C'est vraiment une évolution de carrière pour les contractuels. Je rappelle qu'un contractuel ne peut pas avancer plus rapidement qu'un titulaire, parce que ça on le voit assez régulièrement également. Mais comme là, on est sur une ancienneté de 4 ans sur les fonctions pour pouvoir être nommé, du moment que vous avez les 4 ans de fonction, vous pouvez éventuellement aller là-dessus. Et moi, à titre personnel, mais là, je ne vais pas non plus me substituer au service de l'État, je parle bien d'un nouveau contrat et je ne parle pas d'un avenant. C'est un nouveau contrat, on remet tout à plat. C'est pas par avenant, je passe de C à B, c'est non, le poste de C n'existe plus, il y a un poste de B, je postule sur le poste de B, je constate qu'il n'y a pas de fonctionnaire qui satisfasse à ce poste-là, je peux recruter alors un contractuel sous forme de CDD ou de CDI, peu importe, mais on reste sur les procédures de droit commun. En complément, alors c'est un conseil, puisque sur un contractuel, il y a quand même une certaine liberté, mais ne prenez pas de risques, faites comme vous voulez. Et moi, je vous conseille de ne pas prendre de risques dans les modes de classement et d'appliquer dans ces cas-là les mêmes modes de classement que l'on attribuerait à un titulaire, et de faire la même chose pour un contractuel. Ne vous mettez pas directement au 12e échelon, je ne sais même pas s'il existe, au 12e échelon de rédacteur, par exemple. Alors sachez que si ça arrivait, nous ne sommes pas contrôle de légalité, mais il y aura automatiquement un contrôle si on veut, de la part du centre de gestion, une vérification de la part des services du centre de gestion, et il y aura une alerte qui vous sera adressée au maire. Puisqu'en fait, dans ces cas-là, cette décision sera de la responsabilité du maire, d'accord, pas celle du centre de gestion, mais nous, dans notre mission de conseil, nous vous informerons que la réglementation, à notre avis, n'est pas respectée. Il est hors de question que l'on nous reproche de ne pas avoir informé en cas de contentieux, et nous avons de plus en plus de contentieux. C'est pas que ce soit sur de l'administratif ou de la correctionnelle. Donc, il est hors de question que l'on ne vous informe pas du risque que le maire encourt en cas justement de décision qui avantagerait un contractuel par rapport à un titulaire. Après, ce sera juste une alerte, la décision reviendra au maire. Et je vous rappelle également que, en théorie, après nous on ne peut pas le vérifier, c'est que pour être nommé contractuel, théorique sur un grade, on doit, notamment sur rédacteur, la personne doit pouvoir remplir les conditions pour passer le concours. C'est-à-dire si il faut un niveau bac, de mémoire, j'ai plus les thèmes de concours, mais s'il faut un niveau bac pour passer rédacteur en tant que contractuel, il faudrait mieux que en tant que titulaire, pour passer le concours, il faut mieux que le contractuel ait aussi son bac. Voilà. Après, nous, on ne peut pas vérifier ça et on ne le fera pas, ce n'est pas notre rôle, mais par contre, c'est notre rôle de vous alerter. Et donc, si on voit des choses comme on le fait actuellement, un contractuel qui passe du premier échelon et d'un seul coup se retrouve au 10e échelon, c'est du réel. C'est pas quelque chose qui est sorti de mon esprit un vendredi matin. Nous, on vous alerte parce que un contractuel doit respecter. Il est hors de question qu'un contractuel ait plus ou moins d'ailleurs. Après, ça marche dans les deux sens aussi qu'un titulaire.
puisqu'il est sur un poste qui, théoriquement, devrait être attribué par un titulaire. On peut penser ce que l'on veut du statut, mais aujourd'hui, il existe encore. Et la règle, c'est un recrutement de fonctionnaire avant un recrutement de contractuel. Oui, d'autant que c'est une, comme dit Claudine, là-dessus, c'est même une infraction pénale, donc là-dessus, je ne prendrai pas de risque. Là-dessus, que ce soit sur les avancements des contractuels au-delà de ce qu'ils devraient, comme d'ailleurs l'octroi de la NBI à des agents qui n'ont pas le grade, ou l'octroi d'une surrémunération au-delà des seuils qui sont fixés par décret pour le RIF7. Ça, je sais, existe beaucoup, mais c'est parce que je vois des contentieux. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé il y a un an, et il y a un article dans le dernier Focus, que vous lisez tous, sur ça, parce que les contentieux qu'on voit dans la région Île-de-France, et que je ne fais pas de parisianisme, hein, moi je viens de la Haute-Marne, je ne viens pas de Paris, les contentieux qu'on voit en Île-de-France, quelques temps après, on commence à les voir chez nous, et j'avais été alerté par un avocat qui m'a dit le délit de concussion au titre des droits rémunérateurs, qui est une infraction pénale, commence à arriver chez nous, ça va arriver chez vous, et c'est vrai que c'est toujours l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 2007 où un maire et un agent ont été mis en examen pour des rémunérations, primes et indemnités sur le fondement de grades et d'échelons administratifs auxquels ils ne pouvaient prétendre. Donc cette phrase est quand même lourde de sens, mais pour avoir discuté également dans le cadre des différents contentieux qui sont en cours, le procureur qui instruit le dossier dit c'est de l'argent public, voilà, il y a des textes qui sont à respecter. Si on ne respecte pas les textes, ça s'appelle détournement de fonds publics, et ça s'appelle détournement pour le maire, et ça s'appelle des concussions pour l'agent. Et donc là, je fais très attention là-dessus. Et la réforme du secrétaire de mairie va mettre cela en exergue, puisque un agent qui prétendrait être secrétaire général de mairie au motif qu'il avait un NBI alors qu'il ne devrait pas l'apercevoir, je vous conseille de ne pas trop le dire. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet, sur YouTube, vous mettez délit de concussion, vous allez voir, il y a plusieurs vidéos assez récentes. Faut-il que les lignes directrices de gestion soient établies? Bon, là j'ai posé la question, mais la question ne se pose pas puisque c'est une obligation. Donc tout le monde a fait ses lignes directrices de gestion. Donc effectivement, il faut que les LDG soient établis comme pour toutes les nominations, comme toutes les promotions internes. Il faut qu'il y ait LDG, faute de quoi les arrêtés de nomination ne peuvent pas être pris. Donc nous, on ne va pas vérifier dossier par dossier que les LDG ont été pris par la commune, parce que ce n'est pas la liste d'aptitude. Je regarde. C'est pas la liste d'aptitude qui va être entachée d'illégalité. Par contre, il y aura une alerte pour le maire en disant votre arrêté de nomination, c'est dans ce sens-là que je veux dire, que c'est l'arrêté de nomination qui est la responsabilité du maire, va être entaché d'illégalité, et après, le maire le fait pas, le contrôle de légalité regarde ou regarde pas, ça me regarde pas. Moi, là-dessus, chacun de prendre ses responsabilités. Nous, on alerte, mais c'est pas ça qui va faire que je vais empêcher quelqu'un d'être sur ça. Donc, je résume les points essentiels, un peu direct peut-être, et après on passera aux questions. Le maire n'est pas tenu de promouvoir son secrétaire de mairie en catégorie B. Voilà, ce sera une nomination après le 1er janvier 2028. C'est le discours aussi qu'on va porter aux élus locaux parce qu'ils posent également des questions. Donc on est obligé de disposer d'un agent catégorie B que lors de la nomination suivante. Les agents catégorie C, normalement relevant d'un grade d'avancement, pourront continuer à être secrétaires de mairie après le 1er janvier 2028. Alors ceux qui, je vais juste m'incise, ceux qui n'ont pas le grade d'avancement aujourd'hui l'auront peut-être d'ici 2028. Et comme on tiendra compte de l'expérience, y compris quand vous n'aviez pas le grade d'avancement, vous serez peut-être éligible d'ici là à la catégorie B. Donc ce n'est pas rédhibitoire. Il suffit d'un seul dossier maintenant d'une commune pour prétendre être inscrit sur la liste d'aptitudes, comme on a dit. Après, en cas de multiple employeur, allez voir vos différents employeurs. Je vous conseille, mais je ne peux que vous conseiller d'avoir l'unanimité en matière de promotion. Je ne peux pas vous dire que la double carrière sera interdite, mais vous allez au-devant de difficultés sur différents points, ne serait-ce qu'on se pose des questions en maladie, par rapport au taux de cotisation. L'absence de LDG entachera l'arrêté de nomination d'illégalité, mais pas la liste d'aptitude. Les agents employés par les EPCI ne peuvent pas aujourd'hui, quel que soit le montage juridique, être considérés comme secrétaires de mairie puisqu'ils n'ont pas droit à la NBI de 30 points. Et pour les contractuels, chaque commune créera, si elle le souhaite, un poste de catégorie B. Donc j'en ai fini pour la présentation. Je vais passer à la partie questions qui nous ont été posées, mais qui vont être redondantes. Donc je sais juste pour les LDG, vous savez que les LDG, c'est quelque chose de très très vaste. C'est simplement écrire la politique salariale de la collectivité. C'est ça, la politique salariale, la politique
de gestion des RH de la collectivité, le document qui va nous servir et qui doit être obligatoire, c'est la valorisation des parcours. Voilà, c'est celle-là. Donc ce sont les LDG relatives à la valorisation des parcours, c'est-à-dire à quel moment un agent peut être nommé suite à concours, comment se passent les avancements de grade, comment se passe la promotion interne, etc. Et il s'agit de LDG pour l'ensemble de la collectivité, des agents de la collectivité. Alors quand je dis l'ensemble, ça peut être de 2 à 10, mais ça peut être aussi même pour un, hein, mais dès qu'elles doivent être prises pour pouvoir prendre ensuite l'arrêté de nomination. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas fait les LDG, on pourra se revoir, ça sera encore un autre dossier. On a déjà fait des réunions, mais on pourra en relancer encore sur la manière de faire des LDG, ce que sont les LDG, puisque maintenant aussi, elles ont évolué hein, depuis la sortie du texte où on s'est tous trouvés devant une situation, mais c'est quoi cette bête-là? Donc, mais c'est surtout les lignes directrices de gestion en matière de valorisation des parcours. Et je vous rappelle que ce document doit être soumis à l'avis du CST avant la délibération. Et tant que cette délibération n'est pas prise, tant que les créations de postes, etc. ne sont pas prises, vous ne pourrez pas être nommé. Alors, vous ne pourrez pas être nommé, toujours pareil, j'applique la réglementation. Ensuite, je vous laisserai maître de vos décisions. Donc il y a eu quand même des questions auxquelles je pense déjà la présentation a apporté les réponses, qu'elles vous satisfassent ou pas. Ça, oui, je peux enlever le PowerPoint si vous voulez. Et il voit toujours. Il nous voit toujours, mais nous on ne vous voit pas. Arrête le partage. Arrête le partage, on va retrouver le. Et là, il voit ça ou pas, non? Oui. Oui. Allez, on est en train de juste régler pour arrêter le partage du document. Non, on ne voit pas le. Ah ben non, parce que c'est pas un partage. Non. Bon, c'est pas grave, parce que c'est un Word. On peut mettre en grand là. Du coup, c'est pas PowerPoint. On est des administratifs, on n'est pas des techniques. Ça, attention à mon Minitel. Voilà. Ah oui, je ne vais pas m'élever du... Je suis que c'est la tienne de France. En tout cas, on devrait mieux. Tiens, allez, téléphone. Vous voyez les questions ou pas? Non. Sinon, je vais les lire. Qu'est-ce que c'est en train de se mettre? On va mettre en plus gros. Ne t'embête pas. D'autres réactions ou pas? Non. Non. Pas beaucoup de réactions. Non. Une activité accessoire. Tiens, est-ce qu'une activité accessoire suit forcément la carrière principale? Non. Ou faut-il l'accord de l'employeur? Oui, Dis-le peut-être plus fort, je ne sais pas si vous non, c'est vraiment l'esprit actuellement de la loi, c'est-à-dire que les carrières sont séparées. Donc, si on a activité principale, on est nommé catégorie C ou catégorie B, c'est pas pour autant que l'activité qui est à côté, qui est secondaire, doit être nommée en catégorie B nécessairement. Sur la promotion interne de droit commun, il y a la règle des 2 tiers, que je n'ai pas en dérogatoire. Donc, l'employeur principal n'est pas obligé de suivre ce que dit l'employeur de l'activité accessoire, et inversement, l'employeur de l'activité accessoire n'est pas obligé de suivre ce que dit l'employeur principal. Il faut vraiment scinder, et c'est pour ça que je disais que c'était indirectement une mise à mal du principe d'unicité de carrière. Je ne peux pas vous dire que c'est illégal, d'autant que ça a été prévu dans une question parlementaire qui reste qu'une question parlementaire. Je ne peux pas vous dire que c'est illégal. Néanmoins, on essaie de prévenir différentes difficultés qui pourraient survenir en matière d'évolution de carrière ultérieure et au moment de la liquidation de retraite. On a eu des questions également, et franchement, on y travaille, il faut juste laisser un peu de temps, sur la bonification d'avancement d'échelon pour celles qui ont plus de 8 ans de carrière de secrétaire général de mairie, sachant que la bonification est de droit de 6 mois et avis du CST qui peut être de 9 mois ou 12 mois.
On y travaille pourquoi? Parce que si dans un emploi, vous avez la bonification d'avancement parce que vous êtes secrétaire de mairie, mais que dans l'autre, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas secrétaire de mairie, vous pouvez potentiellement être sur le même grade, mais avoir des avancements d'échelon différenciés. Et là, en matière de cotisation, bonjour. Surtout que si vous êtes, par exemple, agent administratif dans une commune et secrétaire général dans une autre, là où vous êtes agent administratif, vous allez avoir plus que votre collègue qui fait le même travail, mais qui en activité accessoire n'est pas secrétaire de mairie. Donc là, ça pose vraiment quelques difficultés là-dessus, mais d'un point de vue strictement juridique, je n'ai pas d'autre chose à dire que dire, non, chaque carrière est séparée, mais ça va poser difficulté. Nous, y compris au centre de gestion, on préfère quand il y a une carrière qui est unique. Mais du coup, je vois plus moi mes trucs, mais c'est pas grave. Ah oui, mais oui, excusez-moi, je pense que j'ai les compétences d'un opossum en informatique, donc forcément, j'ai un petit peu de mal et je me suis entouré d'experts. C'est bon, vous voyez? Oui, mais je peux pas. Si je peux dérouler. Ou moi je peux le faire? Non, c'est bon. Non, vous qu'il n'y en ait qu'un. Vous qu'il n'y en ait qu'un, parce que sinon, on va y arriver. Je réponds déjà à toutes les Ça, ce questions. sont alors, oui, on l'appelle foire aux questions ou questions diverses. En fait, on a reçu beaucoup d'interrogations qui étaient redondantes, qu'on a un petit peu reformulées, parce que pour l'instant, on ne tient pas compte de cas particuliers. Là aussi, je fais une incise. Pourquoi j'ai eu les questions, mais je ne sais pas qui me les a posées, parce que je ne voulais pas être influencé, ou du moins paraître influencé par l'auteur de la question. Je ne veux pas qu'on dise « Ah ben j'ai telle position parce que ça concerne telle personne ». Donc non, tout a été fait de façon très objective. C'est même pas moi qui ai eu les questions, ce sont mes collègues de la communication, que je remercie au passage, je pense qu'ils doivent m'écouter, et qui, mais comme ils sont timides, ils se cachent dans leur bureau. Et du coup, après, on a recentré un peu tout ça et on a essayé d'objectiver les questions. Donc là, oui, ça va? Oui, non, parce que je réponds au fur et à mesure à des petits trucs D'accord. de broutilles en attendant. Ok, vas-y. Donc on répète, 3 conditions cumulatives: être fonctionnaire titulaire, exercer les fonctions de secrétaire général de mairie et titulaire du grade d'adjoint administratif et compter de 4 ans. Là, si vous avez ça, il n'y a pas de souci, on vous inscrit. Est-ce qu'il faut un arrêté de nomination? Oui, c'est pour ça que dès le 3 janvier, on a mis en ligne un arrêté. Bon, on était un petit peu court au niveau des références textuelles, mais on a pu quand même produire quelque chose parce que potentiellement, le comptable peut vous demander cet arrêté pour octroyer la NBI, puisque maintenant, le maire nomme. Donc, ça veut dire arrêter une nomination. Si je n'ai pas l'arrêté de nomination, normalement, le comptable serait en droit de dire, puisque je n'ai pas d'arrêté de nomination, j'arrête de vous verser la NBI. Et comme je vous dis, il y a un secrétaire général de mairie, pas 2, qui, s'il a le grade d'avancement, pourra l'obtenir. Alors, le cas échéant, comme on l'a dit déjà avec Claudine, s'il y a nomination, après on arrive sur les régimes de droit commun, mise à jour du tableau des effectifs, mise à jour le cas échéant de la délibération du RIFSEF. Si au niveau du RIFSEF, vous passez de catégorie C à catégorie B et que la délibération ne prévoit pas la catégorie B, il va falloir passer au CST et mettre à jour le RIFSEF. Je rappelle que c'est le conseil municipal qui fixe les bornes, les bornes du RIFSEP, et ensuite c'est le maire par arrêté qui le fixe, le régime indemnitaire de ses agents. Donc voilà, et puis créer le poste si l'emploi de secrétaire général de mairie n'existait pas précédemment. Bien évidemment, j'anticipe la question, il y aura des modèles de documents sur lesquels on a déjà travaillé, qui sont déjà quasiment finalisés. Il faudra juste qu'on les mette en ligne une fois que la liste des aptitudes sera faite. Donc voilà, je rappelle, donc pas 2 agents secrétaire général de mairie. Oui. Juste par rapport au tableau des effectifs, je vais vous faire un petit rappel sur la différence entre l'emploi et le grade. Vous ne créez pas dans votre délibération un grade de rédacteur. Vous créez dans votre délibération un emploi de secrétaire général de mairie. C'est cet emploi de secrétaire général de mairie qui vous donnera l'attribution de la NBI, et pas autre chose. Et ensuite, cet emploi de secrétaire général de mairie, ça c'est dans votre délibération, et ensuite dans votre tableau des effectifs ou tableau des emplois et effectifs, je pense qu'on devrait changer maintenant, marquer tableau des emplois et des effectifs, puisque, c'est peut-être un petit peu pour répondre à une des questions que j'ai vues là dans le chat,
Il y aura également à l'intérieur de l'emploi de secrétaire général de mairie en catégorie B des emplois de rédacteur, des grades de rédacteur et des avancements de grade possibles à rédacteur principal deuxième classe et des avancements de grade possibles, examen ou pas examen, etc., sur rédacteur principal première classe. Donc faites attention dans votre délibération, ne vous enfermez pas sur un grade. Ça vous obligerait à revoir votre délibération et de revoir tout votre tableau des effectifs au moment d'un éventuel avancement de grade. C'est aussi l'objectif. Donc séparez bien emploi et grade. Donc créez bien un emploi de secrétaire général de mairie qui pourra être occupé par un rédacteur principal deuxième ou un rédacteur principal première. Ça vous simplifiera la vie dans vos avancements de grade. Et ça, c'est valable pour tous les emplois, je fais une petite parenthèse, mais c'est valable pour tous les emplois de votre collectivité. On ne crée pas un emploi d'adjoint technique principal de je ne sais pas quoi. On va créer un emploi d'agent polyvalent spécialisé en espace vert, etc., ou en bâtiment, qui pourra être occupé par des grades. Faites bien la différence là-dessus. J'insiste parce qu'on a trop de problèmes avec le tableau des effectifs et ça vous simplifiera surtout la vie dans vos avancements. Et ça simplifiera le CST. Je précise quelque chose parce que ça aussi, ça me simplifiera la vie. La promotion interne, qu'elle soit dérogatoire ou du droit commun, n'est pas une reconnaissance de la compétence d'un agent, c'est simplement la collectivité qui exprime un besoin d'avoir un agent de la catégorie supérieure. Et ça tombe bien, il y a un agent qui est éligible. C'est pour ça que je rebondissais sur les Claudine, on ne crée pas un poste pour un agent, on crée un poste parce qu'on en a besoin. Donc nous, à chaque fois qu'il y a 40 dossiers, bah oui, c'est 40 dossiers d'agents qui méritent, mais quand j'ai trouvé 3 postes, ben j'ai 37 mécontents. donc voilà, et c'est pour ça aussi parfois la justification, c'est sur le besoin de la collectivité et pas sur l'agent en lui-même. Hein. Tout le monde a ses qualités, sinon je ne vois pas comment le maire ou le président pourrait présenter un agent qu'il estime non méritant. Donc la nomination du secrétaire général entraîne-t-il l'attribution de la NBI? Oui. Soit vous avez l'arrêté et vous l'avez, l'arrêté du maire, soit vous n'avez pas l'arrêté du maire et vous ne l'avez pas. La NBI, c'est assez dichotomique, j'y ai droit ou j'y ai pas droit. Ce n'est pas une négociation. Donc là, jusqu'à présent, comme la fonction de secrétaire de mairie n'était pas vraiment normée par le CGCT, il y avait un petit peu des doutes sur la façon dont on l'entendait. Maintenant, soit vous avez un arrêté de nomination, vous ne savez pas. C'est pour ça que je disais que potentiellement, la trésorerie peut vous demander la production par le maire d'un arrêté du maire aux fonctions de secrétaire général de mairie. Et on travaille également avec la trésorerie, hein, même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui, sur divers points. Alors, sur quel grade peuvent être nommés le secrétaire général de mairie? C'est les adjoints administratifs sur grade d'avancement. Donc on a eu la question, qu'est-ce qu'un grade d'avancement? C'est adjoint administratif principal de première ou deuxième classe. Un adjoint administratif qui n'est pas sur un grade d'avancement ne peut pas être secrétaire général de mairie, puisque ce n'est pas prévu dans le décret qui porte le cadre d'emploi des secrétaires généraux. Ça, c'est quelque chose qu'on répète assez régulièrement. On peut vous donner le décret, il n'y a pas de souci. Et comme je vous disais qu'on avait une analyse, mais qui a été corroborée, heureusement d'ailleurs ces derniers jours, l'article 3 du statut des adjoints administratifs a été modifié par le décret numéro 2024-826 et qui inscrit maintenant expressément, et je pense que c'est clair, que lorsqu'il relève des grades d'avancement, donc toujours le grade d'avancement, ça on insiste à chaque fois, les adjoints administratifs territoriaux nommés avant le 1er janvier 2028 peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2000 habitants. Ce qui veut dire qu'après le 1er janvier 2028, si vous avez été nommé avant cette date, vous pouvez continuer à l'être. C'est pour ça que le maire n'a pas l'obligation de nommer un agent secrétaire de mairie catégorie B. Que se passe-t-il au niveau de la délibération du RIFSEP? On en a parlé. Puisque là, va falloir éventuellement revoir des catégories, revoir des fonctions, revoir un petit peu les différents arrêtés. Vous savez, le décret fixe des bornes, la délibération du organe délibérant fixe à l'intérieur de ces bornes qui sont fixées par décret, les bornes qui sont propres à la politique salariale de la collectivité, et le maire ensuite attribue le RIFSEP, incluant l'IFSE et le CIA. Mais ça, ce serait aussi peut-être dans les possibilités qu'on voit les maires, parce que les maires sont employeurs,
pour comprendre un peu la rémunération et comment se fixe la rémunération des agents publics. Je pense qu'on vous proposera également, peut-être dans le cadre des vendredis du CDG ou dans d'autres cadres, de refaire une information si vous voulez, sur le RIFSEP. Puisqu'en fait, on l'a fait il y a très longtemps, au moment de la sortie du RIFSEP, à tout expliquer comment ça se passait. Il y a quand même eu pas mal de renouvellement de secrétaires, d'élus aussi, mais plus de secrétaires, puisque vous êtes quand même chargé de conseiller votre employeur. Donc c'est à vous aussi d'apporter ces éléments de réflexion à votre employeur. Donc je pense qu'on recréera une information sur le RIFSEP avec la procédure, le pourquoi, du comment, parce que quand on voit nous en CST les critères par exemple d'attribution du RIFSEP, à un moment donné, j'ai des doutes sur certaines collectivités sur la manière dont elles peuvent apprécier les critères. Il ne s'agit pas de mettre des critères pour faire plaisir, mais vraiment des critères évaluables. Toujours pareil, par rapport à d'éventuels contentieux, ne serait-ce qu'entre je demande une augmentation de RIFSEP et mon employeur me la refuse. Et pourquoi? Voilà, pourquoi, lui ou l'inverse. Et on vient caler par rapport à ces critères, que ce soit tant sur l'IFSE que sur le CIA. Donc, je pense que je vais remettre à l'ordre du jour une formation que nous, on avait fait à la sortie du RIFSEP, on l'avait fait avec Jean-Yves. C'est vrai qu'il faut peut-être qu'on la revoie, qu'on vous redonne les plafonds, les montants mini, les textes de référence, parce que c'est pas sorti comme ça. Il y a des textes de référence par rapport à l'État, parce qu'on est toujours calé sur les textes de l'État et où on n'a pas le droit d'aller plus haut que ce qu'ont les fonctionnaires de l'État. Donc il faut qu'on recale tout ça et je pense que ça serait peut-être nécessaire qu'on vous refasse une information là-dessus. Tant au secrétaire, si les élus veulent aussi, on pourra le faire également. Donc là aussi la question, est-ce qu'on peut être plusieurs secrétaires généraux de mairie? Non, maintenant c'est un homme, donc normalement indicatif ou impératif, donc on doit nommer quelqu'un secrétaire général de mairie. C'est en tout cas la lecture littérale du texte. Est-ce qu'on peut avoir un agent de catégorie A dans les communes de moins de 2000 habitants? À partir du moment où le texte vous dit au moins de catégorie B, la réponse c'est oui, sauf que dans le statut particulier, il vous dit que les attachés principaux ne peuvent exercer leurs fonctions que dans les communes de plus de 2000 habitants. Donc pour les communes de moins de 2000 habitants, vous pouvez être attaché, mais là pour le coup, sans avoir le grade d'avancement. Donc ça va de l'adjoint administratif sur un grade d'avancement jusqu'à l'attaché sans grade d'avancement. Donc c'est un petit peu la borne sur laquelle se fixent les communes de moins de 2000 habitants, différents sur ce seuil. Je voudrais juste revenir sur la question d'avant. Le secrétaire général, ça veut bien dire qu'il n'y en a qu'un. On est bien d'accord. Je vous dis ça parce que j'ai été interrogé vendredi, mais pas plus tard que vendredi, par un élu qui a plusieurs agents dans sa collectivité, notamment plusieurs agents administratifs. Il y a un secrétaire, oui, effectivement. Mais suite à des rencontres de secrétaires dans le cadre de formation, etc., les autres agents administratifs sont venus la voir en disant « mais nous, on fait du travail de secrétaire, de secrétariat de mairie, c'est-à-dire qu'on fait de l'état civil, et puis on peut aussi faire du budget, donc on doit aussi être considérés comme des secrétaires généraux de mairie. » Non, il existe un secrétaire général de mairie, ensuite ça se décline avec des agents, c'est une pyramide à une mairie, même une petite mairie, tout comme dans les plus grosses collectivités, il y a un directeur général des services, et ensuite on découle avec des responsables de pôle, avec des chefs de service, etc. Mais donc il n'y a bien qu'un secrétaire général de mairie dans une collectivité, enfin dans une mairie, et il n'y a qu'un agent qui touche la NDI de secrétaire général de mairie. Je le dis parce qu'on l'a déjà vu Voilà. Alors après, dans certaines collectivités où il n'y a pas de secrétaire général, où il n'y a pas de directeur général, puisque ça existe, ça veut dire qu'il n'y a pas de NBI non plus, du tout. Voilà, il faut aussi le savoir, puisque ça peut arriver. Donc effectivement, c'était sur ça, ce que vous dites, le partage de la NBI, c'était une tolérance par rapport à une réponse parlementaire, mais depuis le 1er janvier 2028, cette tolérance n'existe plus. Donc il n'y a plus d'ambiguïté. Qu'en est-il des agents? Alors je ne sais pas s'il y en a... Comment 2024 peut-être, 2028 2024, pardon. Oui, non, je n'ai pas envie de me vieillir non plus. Donc oui, effectivement, il y a toujours peut-être quelques... Je ne sais pas si on en a, des agents qui sont encore sur le cadre d'emploi des secrétaires de mairie de catégorie A, qui sont placés en voie d'extinction depuis 2001. Vous continuerez à exercer vos fonctions de catégorie A, puisque vous êtes au moins catégorie B,
que c'est prévu expressément dans l'article 2 du cadre d'emploi, et ça au-delà du 1er janvier 2028 pour le coup, le cas échéant. Mais je pense que ça doit quand même se raréfier, 5-6, donc les 5-6 concernés, ça change pas. Les agents administratifs de premier grade peuvent-ils exercer les fonctions de secrétaire général de mairie jusqu'au 1er janvier 2028? Non, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire avant. Donc comme vous n'avez jamais pu le faire, vous ne pouvez pas le faire de plus là-dessus. La seule chose sur laquelle le décret était un petit peu étonnant, c'est qu'il a tenu compte des fonctions exercées de secrétaire de mairie sur le grade d'adjoint administratif. On n'a pas trop compris, mais à la limite, c'est favorable à l'agent. Il a distingué le grade et l'emploi pour le coup, en disant, bon, ben, vous faisiez fonction, même si j'aime pas ce terme-là, vous faisiez fonction de secrétaire de mairie sans avoir le grade. Moi, du moment où vous n'avez pas la NBI, ça me va. Donc voilà, vous étiez agent administratif d'une commune et pas secrétaire général. Donc voilà, mais comme je vous dis, normalement, si vous êtes adjoint administratif, vous devriez avoir un avancement de grade d'ici 2028 pour la plupart. Mais voilà, sinon, il faudra étudier ça au cas par cas. Oui, un petit conseil également, pour les agents qui seraient concernés, qui sont sur le grade d'adjoint administratif, lorsque vous envoyez des mails, lorsque vous envoyez des courriers, etc., ne signez pas secrétaire général de mairie. Faites attention, vous êtes agent administratif, vous êtes responsable administratif et financier, vous êtes secrétaire si vous voulez, mais vous n'êtes pas secrétaire général de mairie. Secrétaire général de mairie correspond à un emploi et à des conditions d'emploi. Donc faites attention de bien séparer. Vous n'êtes pas secrétaire général de mairie, donc pas de NBI. Donc on verra pour ceux qui l'ont. Après, voilà, c'est une responsabilité de ce qu'on en connaît, qui en ont. Ça devrait être refusé lors du versement de la trésorerie. Sachez que ça peut vous être demandé en remboursement à tout moment. Ce n'est pas nouveau. Hein. Je le disais hier à mes collègues, la NBI sur les directeurs de centres de gestion n'est pas si vieille que ça. Enfin, elle a quand même plus de 20 ans maintenant. Mais il fut un temps où les directeurs généraux de centres de gestion n'avaient pas le droit à la NBI. Certains de mes collègues se l'étaient attribué quand même en application. Pourquoi le directeur général de la commune X, il l'a, et moi plus bon. Collectivité plus importante, je ne l'ai pas. Il a fallu tout rembourser et ça peut aussi ne pas être pris en compte dans votre retraite. Donc vous pouvez avoir des problèmes au moment de l'établissement de votre retraite. Il peut y avoir cette demande de remboursement. Alors on a la prescription quadriennale, donc vous avez encore cette chance, mais on peut vous demander en cas de contrôle de la CRC un remboursement de 4 ans de NBI quand même. Et vous ne pourrez pas dire non, parce que vous n'auriez pas dû la toucher. Donc il faut faire très très attention. Et surtout, faites très attention quand je insiste là-dessus. Secrétaire général de mairie correspond, c'est comme directeur général de service, ça correspond à un emploi. Si vous ne l'avez pas, ne mettez pas secrétaire général de mairie. Dans vos mails, jamais, ne le faites pas. Ce n'est qu'un conseil. On a évoqué les activités accessoires au travers d'une question, donc ça n'a pas d'impact sur les activités accessoires. Je rappelle qu'on peut toujours cumuler des emplois publics dans la limite de 115% d'un temps complet. Et là, on va avoir des carrières parallèles qu'on ne conseille pas, mais sur lesquelles je ne peux pas vous dire que c'est illégal. Chaque autorité territoriale disposant de son libre pouvoir d'appréciation. Donc voilà, c'est plus là un conseil qu'une réponse juridique. Alors on a eu la question, même si on n'est même pas les mieux placés pour y répondre, c'est la formation au premier emploi de secrétaire général de mairie. Donc il va être une formation d'intégration un peu particulière, puisque vous allez avoir, en complément des dispositifs de droit commun, une formation spécifique dès lors que vous êtes affecté sur votre emploi de secrétaire général de mairie. Là, le contenu de la formation, je ne pense pas qu'elle soit encore fixée. Ils attendent également de voir combien il y aura d'agents éligibles pour faire cette formation et pour calibrer. Mais effectivement, c'est pas, voilà, c'est évident, mais on attend une autre technicité, on a autre chose d'un agent de catégorie C, c'est pas péjoratif dans la bouche, d'un agent de catégorie B, d'un agent dit d'exécution par rapport à un cadre intermédiaire. Quand on monte de catégorie, on monte de niveau. Donc moi, s'il y a plus de catégorie B, ça m'arrange. J'aurai moins de questions au niveau du centre de gestion, puisque vous pourrez y répondre par la formation qui vous sera dispensée par le CNFPT. Alors, j'ai rencontré le directeur régional du CNFPT vendredi. Donc c'est vrai qu'ils attendent là, pour l'instant des statistiques de notre part, alors pas de l'Aube, de tous les, notamment sur toute la région,
Donc on est notamment au niveau de la Marne avec qui j'étais, on a discuté. Donc dès que la liste d'aptitudes sera établie, on ne va pas leur donner les noms, ça ils n'ont pas. Enfin, elle sera affichée les aptitudes, donc ils pourront le trouver. Mais nous allons leur donner les effectifs pour qu'ils puissent justement jauger. Bon, vous savez que de toute façon les formations et ce dispositif va être cadré au niveau du siège, donc à Paris. C'est pas encore redescendu, on va dire, dans les délégations. Bon, ils vont quand même se caler sur les formations qu'ils font actuellement. Hein. Il y aura pas, ça va pas être une révolution. De toute façon, nous allons travailler avec eux, et comme nous allons reprendre contact avec eux dès l'apparition de la liste d'aptitudes, on verra si on pourra vous proposer, dans le cadre du réseau des secrétaires de mairie, secrétaire général de mairie, pardon, une rencontre avec le CNFPT. Donc peut-être avec Vanessa Sablin ou peut-être avec Bertrand Achard, ici, pour voir comment on pourra organiser cette formation. Je rappelle aussi qu'il y a 2 dispositifs parallèles, un sur lequel on a le décret, un où on en attente d'accès aux catégories B. Il y a le dispositif qu'on vient d'évoquer de promotion interne dérogatoire. Donc là, il suffit de remplir les conditions. Mais il y a un accès qui sera pérennisé, donc qui ne sera pas provisoire comme le premier, de formation-promotion, c'est-à-dire une formation suivie d'un examen professionnel dont le contenu doit encore être précisé, qui vous permettra ensuite d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie. Ça veut dire que potentiellement, vous n'exercez pas, vous n'avez pas le cadre d'emploi, vous êtes complètement en dehors du premier dispositif. Il va y avoir un dispositif de formation-promotion. Et si vous satisfaites à votre examen professionnel, là, de droit, vous êtes inscrit sur la liste d'aptitudes, avec néanmoins, et ça, on attendait, c'était fixé par le décret, une obligation de servir comme secrétaire général de mairie dans votre commune pendant 3 ans. Donc, vous ne commencez pas par dire je vais faire la formation promotion pour passer catégorie B. Une fois que je suis catégorie B, je m'en vais dans une grosse collectivité pour être chef de service. Non, vous devez rester pendant 3 ans. Donc, ce sera également une règle sans quota, ce qui est intéressant également, mais ça va nécessiter une formation, ce qui est logique. Je veux dire, secrétaire de mairie, c'est une responsabilité, suivie d'une vérification des connaissances et des compétences, et ensuite de pouvoir passer sur la liste d'aptitudes. Mais là, c'est pareil, c'est plus le CNFPT qui est à la manœuvre sur ce dispositif. Donc, vous n'êtes pas non plus sans solution. Il y a ça qui va être ouvert. Ce n'est pas véritablement l'objet de la présentation qui vous est proposée. Néanmoins, ça va être mis en place par le biais du CNFPT. Donc, le premier, il est temporaire. Le deuxième, ce sera pérennisé jusqu'à ce que tout le monde soit une catégorie B. Est-ce que ça permet de passer directement rédacteur principal de 2e classe? Non. Peut-être pas exagéré. Non, ce sera uniquement sur le premier cadre, le cadre d'emploi des rédacteurs. On n'arrive pas directement. C'est comme le concours où effectivement vous pouvez passer directement le concours pour arriver sur le grade. Non. Et puis les dispositifs de promotion interne de droit commun restent ouverts aux secrétaires généraux de mairie, avec quand même une précision, c'est que la loi et le décret prévoient que dans notre promotion interne, on doit réserver une part aux secrétaires de mairie, sauf que pour l'instant, je ne sais pas quelle part. Et comme je vous disais en amont, c'est dommage quand on est éligible à la première de prendre des postes sur la 2e. Donc là, on va prendre peut-être des secrétaires généraux de mairie qui remplissent les conditions, mais qui n'ont pas les 4 ans d'ancienneté, mais peut-être 2 ans ou 3 ans. Peut-être qu'on sera amené à les prendre, mais pour l'instant, on ne nous a pas précisé la quote-part qu'on devrait consacrer aux secrétaires de mairie. Donc cette année, on fera une PI de droit commun classique. Donc les dispositifs recteurs fonctionnaires sont-ils ouverts aux adjoints administratifs qui ne sont pas au grade d'avancement? Là, j'ai été clair, non. Une commune a-t-elle l'obligation de présenter son agent en promotion interne? Non, ça on l'a dit plusieurs fois. Le maire n'est pas obligé, parce que ne serait-ce que pour des éléments budgétaires, qu'on crée un poste, il faut créer les crédits qui vont avec. Une commune peut très bien dire je n'ai pas la possibilité, les moyens financiers de prendre un catégorie B, et c'est aussi pour ça qu'il y a les LDG, pour voir quelle est la politique en la matière. Quel employeur doit présenter le dossier de promotion? Là, c'est notre position, c'est n'importe quel employeur pourvu qu'il s'agisse d'un maire. Ça, c'est voilà. Et nous, on l'inscrit sur la liste d'aptitudes.
Et donc, une fois, il y a là, en cas de désaccord, le droit commun, vous savez, c'est les 2/3 au moins. Pour nous, ça ne s'applique pas, mais je le mets quand même parce que certains le prennent en compte. Mais il n'y aura qu'un seul dossier de promotion interne suffira pour le passer sur la liste d'aptitude. Ça a été vraiment une position de souplesse du centre de gestion pour qu'un maximum d'agents puissent au moins proposer leur dossier. Quels sont les services pris en compte pour justifier la durée de 4 années? Là, on peut se baser sur la NBI, puisque si vous exercez la fonction de secrétaire de mairie en bonne et due forme, ça veut dire que vous avez la NBI. Dans ces cas-là, on va le faire. Et on a également, je pense, faire preuve de souplesse, puisque dans le dossier, on a indiqué par tout moyen de votre choix une attestation du maire, des fiches de poste. Enfin voilà, on a essayé d'être le plus ouvert possible pour prouver les 4 années de la durée d'effectif, sachant que les conditions d'éligibilité s'apprécient au 1er janvier de l'année où la liste d'aptitude est édictée. Donc normalement, vous devez être 4 années au 1er janvier 2024. La seule chose sur laquelle on s'est positionné, c'est qu'il fallait que l'agent soit encore secrétaire général de mairie au moment de la liste d'aptitude. Parce que vous savez qu'en promotion interne de droit commun, on vérifie les conditions d'éligibilité, les formations par période de 4 ans, etc., au 1er janvier. Donc à la limite, nous, dès le 2 janvier, on pourrait lancer la promotion interne, puisque les conditions sont fixées à ce moment-là. Armel. Payer le 2 janvier maintenant. Oui, les conditions sont au 1er janvier. La seule chose, c'est qu'on a dit quelqu'un qui était secrétaire général de mairie au 1er janvier et qui ne l'est plus maintenant. Je ne vois pas comment il pourrait avoir un arrêté de nomination, donc je ne vois pas pourquoi on le mettrait sur la liste d'aptitude, mais s'il doit avoir une lecture stricto sensu du texte, c'est bien au 1er janvier qu'on doit réunir les conditions. Cette voie, elle est ouverte jusqu'au 31 décembre 2017 et on organisera, comme je dis, au moins une fois par an, puisque les conditions d'ancienneté, elles vont évoluer par nature tous les ans, une promotion interne dérogatoire, et peut-être qu'à l'aune des textes, à l'aune de la jurisprudence, on sera amené à faire preuve de plus ou moins de souplesse. On discutera également avec les services de l'État ici présents pour voir un petit peu leur analyse, de façon à avoir une lecture commune qui soit objective et qui soit fondée sur les dispositions normatives en vigueur. Je pense, donc, les EPCI recrutés puis mis à disposition des communes, on en a parlé et on verra directement avec les présidents de PCI. J'ai beaucoup réfléchi sur la question, j'ai beaucoup échangé, notamment avec des gens qui sont sur Paris en cabinet d'avocats. Le seul point qui me gêne, c'est vraiment l'exclusion des services communs. C'est vraiment le point qui me gêne, comment on peut inciter dans le rapport parlementaire à créer des services communs pour dire les agents qui y sont ne sont pas éligibles puisque c'est une autorité fonctionnelle et pas un pouvoir de nomination. Mais bon, j'appliquerai les textes. En tout cas, il va falloir qu'on cale là-dessus. Sinon, il faut retourner en commune. Voilà, et puis l'ancienneté, c'est aussi la solution. Puis les communes de moins de 2000 habitants, on en a parlé. Oui, vous pouvez nommer un agent contractuel comme secrétaire général de mairie, mais selon les dispositions du droit commun dans lequel le fonctionnaire territorial, c'est dans le cas où un fonctionnaire n'a pas pu être recruté, que je peux prendre un contractuel. Donc ça, on le répète souvent, je veux dire, vous recrutez un contractuel, un fonctionnaire dit, mais attendez, moi, vous m'avez soit pas laissé la possibilité de présenter ma candidature, ou alors je répondais à tous les critères et vous ne m'avez pas retenu, s'il y a un recours, le fonctionnaire a grande chance de passer. Donc on est toujours très attentif à ça, mais vous pouvez recourir au 332-8, deuxième alinéa du CGFP pour les communes. Faites attention à vos déclarations du cas. Alors là, je l'ai fait exprès, je ne l'ai pas lu. Je suis tombée dessus. Non, mais là, comme je lis au fur et à mesure, si, je les ai lus. Là, juste en train de lire, j'avais oublié que ça sortait là. Faites attention à vos déclarations de vacances d'emploi. C'est pas une formalité, une déclaration de vacances d'emploi. Une déclaration de vacances d'emploi, elle doit avoir des délais et elle doit être mise en ligne pour que tout agent puisse postuler. Je regarde Chantal parce qu'on a eu des problèmes. Donc, si vous faites des déclarations de vacances d'emploi sans avoir respecté les délais, sachez qu'un agent peut faire annuler votre nomination
en disant mais moi je n'ai pas eu le temps de postuler et alors là c'est pas au centre de gestion que ça va se passer, c'est on va aller au plein centre-ville de Troyes là, revenir à la préfecture, mais votre recrutement peut être annulé. Il faut faire très très attention. Oh, alors c'est pas pour vous embêter hein, qu'on demande 8 semaines, un délai raisonnable, voilà. Donc on a évalué à peu près à 2 mois. Si c'est 7, je m'engage et ça pose pas de problème, bien sûr, mais c'est un délai raisonnable pour laisser à tout agent la possibilité de postuler. Et sachez toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un fonctionnaire est toujours prioritaire. C'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on a un poste, c'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on est bon et qu'un contractuel n'est pas bon. De toute façon, c'est pas du tout ça. Mais tout agent titulaire doit pouvoir postuler dans le cadre d'une déclaration de vacances d'emploi. Surtout, imaginez sur les DVE, vous créez un emploi de catégorie B. Et puis, dans une collectivité, un maire ne veut pas nommer son agent fonctionnaire catégorie B. La secrétaire titulaire de la commune X peut très bien aller dans la commune Y, mais moi, je remplis les conditions, je suis sur liste d'aptitude, etc. Elle peut, enfin je dis elle parce que c'est souvent féminin, elle peut faire annuler votre recrutement en tant que contractuel si vous n'avez pas respecté voilà, le dispositif de la déclaration de vacances d'emploi. C'est pas une formalité une DVE, hein. C'est pas allez, je mets ça sur emploi territorial et je me nomme 2 jours après. Hein. C'est pas du tout ça. C'est rare. Mais ça arrive, nous on en a, hein. On a souvent des agents qui viennent au CDG en disant mais moi cette collectivité ne m'a pas laissé la possibilité, je n'ai pas eu le temps de postuler, que puis-je faire? Nous on leur dit ben, vous pouvez attaquer le recrutement, après c'est une autre démarche, mais ça peut se faire. Ça s'appelle la liberté d'accès des citoyens aux charges publiques qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme repris dans la préambule de la Constitution. Donc, je veux dire par là que c'est vraiment la norme suprême, la Constitution, qui dit qu'il y a un égal accès des citoyens aux charges publiques. Donc, je ne recrute pas telle ou telle personne nominativement, je recrute un agent qui a telle caractéristique et qui a telle compétence. Et voilà. Et au centre de gestion, Thierry Blasco n'a pas recruté Aurélien Melin. Le président du centre de gestion a recruté un juriste qui avait un peu d'expérience. Je n'ai pas dit compétence, hein, je n'aurais pas cette outrecuidance, mais qui a un peu d'expérience en la matière. Et il n'est pas arrivé tout seul, il y a eu beaucoup de candidats reçus. Oui, parce que sachez-le quand même, je veux dire, c'est pas voilà, on s'applique exactement les mêmes obligations que l'on vous donne. Je vais en avoir fini. Donc, effectivement, elle va se poser la question aussi, je trouve assez pertinente, des contractuels sur le premier emploi de secrétaire général de mairie. Oui, la formation va s'appliquer, parce qu'elle s'applique déjà sur la formation d'intégration. Et l'article du CGFP, du Code général de la fonction publique, parle bien d'agents. Il ne parle pas de fonctionnaires, il parle d'agents. Donc, moi, mon avis, c'est que dès lors que vous êtes sur une position de secrétaire général de mairie, va falloir suivre cette formation, sur la formation d'intégration, que ce soit. Là, c'est aussi, je m'adresse peut-être plus au maire, où va falloir être obligé de laisser vos secrétaires de mairie partir en formation, parce que là, ça va être une formation qui va être obligatoire. Donc, il faut le prévoir. C'est pas du tout innocent ce que je dis, c'est qu'en matière de charge de travail, il faut un délai suffisant pour permettre aux agents également de partir en formation sur ce genre de choses, dès lors que c'est obligatoire, mais même d'un point de vue général, on doit, pour moi, je ne suis pas agent du CNFPT et on n'est pas organisme de formation, donc j'ai rien à gagner là-dessus, de dire il faut que les agents partent régulièrement en formation sur les différents dispositifs. Oui, le dispositif de revalorisation du métier de secrétaire général de mairie, ce n'est pas qu'une revalorisation quant à la carrière, c'est également un moyen de faire monter en compétence, et c'était le choix, de valoriser justement la mission et les fonctions de secrétaire, d'où ces formations obligatoires. J'en ai terminé. Il y aura donc la vidéo de cette présentation, il y aura le PowerPoint, il y aura ce que je viens de vous présenter, des réponses aux questions. On refera le point régulièrement au fur et à mesure de l'avancée des dispositions normatives. Regardez quand même le focus. Alors le point plus intéressant, c'est ma partie, c'est-à-dire le point juridique. Alors, il n'est pas très long, mais je ferai régulièrement un état de l'avancée. Nous, notre prochaine étape, c'est traiter la question des EPCI et des agents qui sont aux EPCI. En tout cas, voilà. Je sais que Armel a répondu à quelques questions qui étaient en chat directement, donc j'espère que vous avez eu réponse à l'ensemble de vos interrogations. Et puis, voilà, moi j'en ai terminé pour moi.
Qui veut prendre la parole? Bon, nous, on a fait le tour. Bon, il est 10h30. Je ne sais pas, vous avez posé vos questions. Armel répond directement. Armel répond directement. J'ai entendu parler de date limite de dépôt des dossiers de promotion interne dérogatoire, promotion interne. La réunion de promotion interne, sauf erreur de ma part, c'est le 8 octobre. Armel, l'API. Oui. Mais donc le 8 octobre. Donc les listes seront établies le jour même. Donc on passe en premier, dans la catégorie B, bien sûr, la promotion interne dérogatoire de secrétaire général de mairie sur le grade de rédacteur. Et ensuite, on passera sur les autres promotions internes. Donc ce qui fait que oui, effectivement, ça va libérer des postes pour les autres agents qui sont en collectivité, en établissement public ou en collectivité plus importante et qui n'ont pas cette fonction de secrétaire général de mairie, mais qui ont aussi le droit de passer rédacteur. Juste, moi, je sais qu'il y avait une question, les agents de catégorie B n'auront pas une promotion interne de catégorie A. Ça n'est pas prévu et on n'a rien entendu là-dessus. Donc voilà, le but c'était à minima de passer catégorie B. Ensuite, pour la promotion interne de catégorie A, ce sera la promotion interne de catégorie A de droit commun. Moi, je conseille, alors après, ce n'est qu'un avis aux agents qui sont sur le grade, attention, sur le grade de secrétaire de mairie, puisqu'il existe, c'est un grade qui était en voie d'extinction puisque nous n'avions plus le droit depuis l'année 2000, si je me souviens bien, c'est en 2000 qu'il a été mis en extinction. Sachez que les agents de catégorie A, secrétaires de mairie, ont des possibilités pour passer attaché, il y a de mémoire, ou CDB, enfin, il y a toujours des choses. Voilà, après, ce sont des choix. Bon, c'est un grade en voie d'extinction. Alors maintenant, on va avoir le secrétaire de mairie, le secrétaire général de mairie. Donc bon, si on peut essayer de tout... Bon. Là c'est l'emploi qui a le même grade. Hein. C'est un petit peu... Mais bon, on est en voie d'extinction, mais on a quand même pas mal de vos collègues qui sont passés attachés. En fait, hein. C'était notre crainte et c'est pour ça qu'on a interpellé le gouvernement, c'était de dire on ne pourra pas se permettre d'avoir des secrétaires de généraux à plusieurs vitesses entre ceux qui seront C, ceux qui seront B, ceux qui seront A. Voilà, donc nous on fait qu'une application des textes, on vous l'a dit en préambule, hein, on a essayé de se mesurer par rapport à ce qu'on pensait du texte, on n'est pas là pour ça, on est là juste pour en faire une analyse et vous la présenter. Voilà, je vous ai dit, l'objet c'était de répondre à des questions qui pouvaient intéresser la grande majorité d'entre vous. Si vous avez des questions individuelles, moi je ne peux que vous conseiller de nous les envoyer par mail, pas par téléphone, par mail, pour qu'on puisse analyser et on vous répondra après analyse de la situation, c'est-à-dire qu'on ne répondra pas dans la minute qui suit. Donc si vous avez des questions particulières, c'est que vous êtes dans une situation particulière. Donc automatiquement, cette situation particulière nécessite analyse. Donc envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos situations. Alors je laisse de côté, je vous dis, les agents qui sont en EPCI. On réglera le problème, non, mais on va travailler avec vos présidents pour voir les suites, pour voir ce qui est possible. On a aussi, et puis on aura ces réunions aussi avec vos employeurs, donc une réunion d'élus que l'on organisera. Alors je n'ai pas encore le lieu, mais avec l'AMF. Merci pour moi. Très bien, bon. Merci de nous avoir associés à cette réunion de présentation. Bon, il va de soi que l'équipe du bureau du Conseil du contrôle de l'égalité reste à disposition, bien entendu, de vous-même et de vos élus. Quand la circulaire d'application paraîtra, nous organiserons bien sûr une communication sur cette circulaire d'application. En attendant, n'hésitez pas à continuer à nous solliciter, sachant qu'effectivement, on travaille quand même régulièrement avec vos collègues du CDG. Donc, merci encore de cette association. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis vous pourrez retrouver toute cette vidéo sur la... Et Armel continue le chat. Voilà, Armel continue à répondre aux questions qui sont arrivées, mais je pense qu'elle termine cette question-là. Et ensuite, envoyez-nous vos questions par mail. Mais de toute façon, on aura l'occasion de se revoir dans le cadre du réseau des secrétaires de mairie. Et pour certaines, peut-être déjà lundi avec la réunion qui est organisée par Karen et Stéphanie. Voilà. Bonne journée, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. À bientôt. Au revoir. Au revoir.